Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session de cette magnifique série Bibliothèpia. Je m'appelle Alex Clark et je suis ravie d'avoir à mes côtés ces deux merveilleuses autrices, Alisa Ganieva et Botheinan Alasa. Nous avons beaucoup ri, trop ri ce matin, n'est-ce pas? Et nous avons décidé que si nous débutions avec un grand sourire, les pensées, les conversations suivraient. Mais il y a quelques minutes, nous avons parlé de tout, de chats, de chiens, de pique-nique, d'oncles, de tantes, de tout. Et tout à coup, il y a eu un silence. Et pourquoi? Est-ce que nous avons voulu nous concentrer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vous n'allez pas être silencieuse pendant une heure, n'est-ce pas? Alors, vos livres sont fantastiques, mais ils traitent de sujets qui ne sont pas magnifiques. J'aimerais vous demander à chacune de présenter au public vos livres les plus récents, ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Alisa, votre livre, Les sentiments offensés, est une comédie noire, dirais-je, et en même temps une satire sur la corruption et la censure. Oui, Alex, Les sentiments offensés, c'est un roman qui se distingue un peu de ceux qui l'ont précédé ou de ceux que j'ai écrits par la suite, parce que mon principal sujet de mes romans, c'est la région où je suis née, le Daghestan, qui est une région multilingue, peuplée essentiellement de non-russes, de musulmans, et qui n'est entré dans l'empire russe qu'à la fin du XIXe siècle, et donc qui est considérée comme différente. Et lorsque j'ai quitté ma région et que je suis arrivée à Moscou, on m'arrêtait dans la rue, la police m'arrêtait dans la rue parce que ma physionomie est différente et parce que je viens de cette région de qui était considérée comme dangereuse. Donc, la Daghestan, c'est à côté de la Tchétchénie où il y a eu une guerre. Et donc, je viens de cette région. Et Les sentiments offensés, c'est un roman pseudo-détective. C'est un roman noir, mais que j'essaie tout de même de rendre drôle de certaines manières, et c'est une satire. Ça se situe dans une petite ville de Russie qui reste, que je ne nomme pas, mais qui est très typique. C'est du réalisme social, d'une certaine manière, mais la star que je mentionne ici est moins ascétique. Il y a que dans d'autres de mes romans, il y a davantage d'adjectifs. Pourquoi? Vous avez écrit de manière plus directe par le passé du Daghestan, de votre expérience là-bas. Et ensuite, vous avez élargi, enrichi votre palette et pour vous intéresser à d'autres parties, à des régions de la Russie. Le Daghestan, pour moi, c'est un lieu naturel. C'est là que j'ai grandi. Mais j'ai eu le sentiment que c'était perçu comme un lieu exotique, quelque chose de romantique, de différent pour les lecteurs d'autres régions de la Russie. Parce qu'on me demande par exemple, mais pourquoi est-ce que vous parlez russe si bien? Quelle monnaie est-ce que vous utilisez là-bas? Et à Moscou, souvent, les gens ne connaissent pas vraiment les frontières de leur pays. Et vous n'êtes pas slave.
Et si vous n'êtes pas slave, vous êtes perçu comme étant un étranger. Donc, vous avez moins de droits. Et je voulais sortir de ce sujet-là et continuer à parler de la Russie, mais sur une base commune issue de la tradition littéraire russe, quelque chose de plus familier pour les lecteurs en dehors du Caucase. Mais cela a un peu déconcerté mes lecteurs, ainsi que les critiques en Russie qui ont été sinon étonnés, inquiétés, parce que je parle de choses familières, mais toujours d'une voix critique. Je parle de problèmes contemporains, actuels, de problèmes sociaux, et ça n'est pas apprécié, ce n'est pas moderne, ça ne fait pas partie de la scène littéraire russe, c'est peut-être parce que ça peut être dangereux. Donc, vous dites que vous avez étonné, surpris les critiques, eh bien, c'est une bonne chose. En général, c'est positif. Et si vous les surprenez en changeant de direction. Et Boston, c'est un peu pareil pour vous. Vous avez beaucoup de points semblables, même si vous venez de régions très différentes. Vous êtes venu du Koweït et c'est le pays où vous situez vos romans. Mais vous écrivez toutes deux de lieux qui sont géopolitiquement très importants. Vous êtes entouré par des voisins énormes, très puissants, qui voudraient imposer leur réalité politique, leur mode de vie. Et vous avez aussi cette population qui change, beaucoup d'étrangers au Koweït. Et vous créez une littérature nationale. Vous êtes une fabuliste extraordinaire, en un sens. Et vous montrez l'importance des livres. Mais parlez-nous un peu de ce livre. De quoi s'agit-il? Eh bien, habituellement, mon style, c'est une fiction réaliste où le social et le politique se heurtent, où l'effet des événements politiques sur les familles. Mais dans ce livre, The Book Censor's Library, j'ai adopté une forme différente. Il se trouve qu'en 2016, j'ai lancé une entreprise, c'est-à-dire une librairie qui est à une rue du ministère de l'Information et donc du Bureau de la Censure. Ils sont mes voisins, les censeurs et les inspecteurs. Ils venaient sans cesse me voir, ils me donnaient de longues listes de livres que je ne devais pas mettre en vitrine, que je devais retirer de mes étagères. Et j'ai trouvé cela fascinant. J'ai trouvé fascinant le fait qu'ils interdisent tous ces livres, qu'ils aient lu tous ces livres et qu'ils n'aient pas été influencés par ces, qu'ils soient... Et je ne comprenais pas comment c'était possible. Et ensuite, j'ai compris, ils restent à la surface. C'est comme un balayage, comme un robot qui balaye le texte. Et il relève certaines expressions, certains mots qui pourraient être problématiques. Et il s'arrête là-dessus. Donc, ce sont des paragraphes, des phrases pris hors contexte.
Et puis, il y a les trois tabous habituels, le Dieu, le gouvernement et le sexe. Donc, il s'agit d'avoir une sorte d'arbre généalogique de vocabulaire. Si vous dites, voyez, gouvernement ou régime, il y a tous les mots qui vont de pair. Certains mots ont une sorte de champ magnétique auquel d'autres mots, certains mots, viennent s'agglutiner. Et c'est comme s'il y avait quelque part une liste de tous les mots interdits. Et j'ai donc décidé d'écrire un livre dont le centre est la censure, mais sans jamais m'ouvrir au risque de la censure parce que j'allais être propre en surface. Parce que si vous changez certains mots, si vous jouez sur le vocabulaire, ils n'y voient que du feu. Nous sommes un pays islamique, donc si vous dites Allah, ça a un contexte islamique et c'est sacré. Et donc, tout doit respecter à 100% la doctrine officielle. Mais si vous dites arabe, qui est Dieu, vous pouvez vous en tirer. Donc, j'ai utilisé des mots des parties du corps, mais pris de l'arabe ancien, parce qu'ils ne le connaissent pas, et j'ai voulu tester cela. Bon, ce n'était pas la seule raison, je voulais aussi raconter une histoire, mais il s'agissait de critiquer la censure et de ne pas se faire prendre. Et ça a marché. Mais est-ce que vous n'avez pas craint qu'à un moment, parce que vous avez parlé de votre expérience de libraire, et en parlant de ce livre, le censeur parfois trouve un moyen et attribue une infraction à quelque chose dont on veut se débarrasser. Oui, j'ai subi des interrogatoires, j'ai comparu devant les tribunaux d'innombrables fois, mais cette fois-ci, j'ai gagné. Vous avez d'ailleurs écrit un essai sur votre expérience de libraire et j'ai relevé, votre librairie s'appelle Takwin. Et vous avez dit c'était un parcours romantisé d'autodestruction. Je ne sais pas, ce n'est pas très tentant. Non, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu folle. Il n'y avait rien de rationnel dans ces choix. Je voulais simplement le faire. Je voulais une librairie. Encore une fois, il y a des points communs dans vos romans. Toutes deux, vous parlez de la bureaucratie comme instrument du contrôle de l'État. Les gens sont pris au piège. Et ce sont des structures paranoïaques, on le voit au cœur du roman Les sentiments offensés, et qui doivent vivre dans le contexte des lois sur le blasphème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec l'adoption de ces lois? Oui. Alors, la corruption, c'est universel, mais il y a aussi des spécificités russes. Le roman a été écrit avant l'invasion de l'Ukraine, il y a quelques années. Mais toutes ces lois anti-humanistes existaient déjà, mais étaient dormantes. Et des gens pouvaient être accusés d'offenser les croyants ou de comparer Staline à Hitler ou de faire toutes sortes d'autres choses qui pouvaient vous conduire en prison.
C'était des espèces d'épées de Damoclès qui étaient suspendues au-dessus des têtes. Et c'est pourquoi certains de mes critiques y ont vu une hyperbole, ont vu quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qui se passe dans la réalité. Et m'ont dit que je dépeignais une image très sombre de la Russie. Et les gens acceptaient ce spectacle que leur présentait Poutine. Oui, toutes les institutions d'une démocratie existent. Il y a des tribunaux, il y a tous les instruments de la démocratie. Et oui, il y a aussi l'État, et puis il y a des problèmes, mais comme il y en a partout. Et puis, lorsque le livre est paru en Russie, il y avait la Coupe du monde de football, il y avait énormément de touristes, c'était la grande fête, c'était glorieux, c'était l'époque de l'amitié. Mais les habitants en Russie, les habitants de la Russie voyaient qu'il y avait aussi des gens qui étaient traînés devant les tribunaux, les sans-abri qui étaient déblayés. Ce travail qui était fait pour donner une apparence plaisante. Mais c'est différent de quand on vit en Russie. Et actuellement, les gens voient que la Russie est un État autoritaire, mais beaucoup de Russes continuent de vouloir protéger, défendre le système, même si on voit que le système ne fonctionne pas. Et ils tournent leur dos à l'Ukraine. Et des caractères négatifs ne souffrent pas toujours. Ils profitent du système, tout se passe bien pour eux. Et ce sont les héros qui, eux, se retrouvent dans la pauvreté ou emprisonnés. Et c'est là notre réalité. Il n'y a pas véritablement de justice. Tout cela est théorique. J'écrivais un roman, je crois que vous avez ce genre en Angleterre, qui s'appelle Poison Pen Novel. C'est une situation où il y a un corbeau qui écrit des lettres anonymes. C'est le point de départ du livre. Et peut-être que mon roman ressemble à cela. Chaque personnage fait des rapports, écrit des rapports sur un autre. Et le lecteur ne découvre les auteurs des lettres qu'à la fin du roman. Donc, je voulais que le livre soit très agréable à lire, mais avec des sujets sérieux. Eh bien, ces deux romans sont extrêmement divertissants. Et l'une des raisons, c'est que c'est vous qui avez parlé d'hyperbole. Et cet éloignement léger de la réalité à la réalité. Et vous deux, vous avez parlé de ce que cela fait de vivre dans une réalité fracturée et essayer de représenter le monde autour de vous qui prétend être la réalité. Les censeurs qui doivent rester de marbre devant le contenu des livres. Et nous savons que justement, si nous lisons des livres, c'est pour être touchés. Pourquoi lire un livre si on souhaite rester de marbre? Parce que le but de la littérature, c'est de nous toucher d'une manière ou d'une autre. Alors, votre propos était un non-sens, mais cela existe bel et bien dans le monde.
Vous le faites de manière très adroite dans le livre. Vous avez votre personnage qui est très dérangé par ce qu'il découvre. Oui, j'ai été abordée par quelqu'un lors du Salon du Livre au Koweït et cette personne m'a demandé, elle était censeur, elle voulait savoir si elle pouvait obtenir un exemplaire d'un livre qu'elle avait été chargée de lire et elle avait décidé de l'interdire. C'est le seul de mes livres qui a été interdit au Koweït, même par un tribunal. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le livre a été interdit? Je ne sais pas, il faudrait demander à cette dame. Si je devais deviner, bon, c'est l'histoire d'un enfant qui est enlevé à la Mecque pendant le Hajj. Et je pense que cela a beaucoup offensé la censure. Lost in Mecca est le titre du livre. Donc, lorsque cette dame chausse la casquette de censeur, elle décide que le livre doit être interdit, mais lorsqu'elle ôte cette casquette, eh bien, elle constate qu'elle apprécie ce livre et elle en voudrait un exemplaire pour mettre sur ses étagères. Le livre qu'elle a lu pour l'interdire appartient au ministère et sera brûlé à un moment donné. Ils ont une place limitée et le nombre de livres à interdire est infini, et donc ils sont obligés de les brûler de temps à autre. Et je lui dis, mais vous avez interdit ce livre? Elle a dit, ben oui, j'ai été obligée, mais maintenant je voudrais un exemplaire. Je veux un exemplaire personnel. J'aime ce livre. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un compte sur Instagram et je lui ai demandé d'acheter le livre sur ce compte Instagram et elle l'a fait. Oui, alors c'est ce qui est en train de devenir plus clair. Pour moi, en parlant avec vous, vous essayez de mettre de l'ordre, de faire en sorte que ce monde fasse sens. Tous vos personnages existent et se meuvent dans une atmosphère de grande paranoïa. Si l'on était très parano et que l'on trouve un mot sur son pare-brise qui dit meurtrier, c'est comme si le monde était en train de manifester vos pires craintes. Et il me semble donc que vos romans sont des romans psychologiques. Mais avant d'oublier, je voulais vous demander, Alissa, pour vos premiers livres, vous avez utilisé un pseudonyme. Oui, mais c'était il y a très longtemps. Oui, j'ai commencé à écrire. Pourquoi l'avez-vous fait? Eh bien, il y avait plusieurs raisons. Tout d'abord, j'écrivais sur ma région natale, où il y a des conflits entre différentes mouvances de l'islam. Il y avait des insurrections en cours à l'époque et des officiers de police étaient tués toutes les semaines. Les touristes avaient peur d'y venir. Tout a changé maintenant, car tous les yeux sont braqués sur l'Ukraine. Donc l'État a un autre ennemi qui l'occupe. Mais à cette époque-là, une personne qui venait du Caucase était un terroriste en herbe. J'écrivais sur des questions assez sensibles et c'était ma première œuvre de fiction et j'avais un peu peur d'écrire une nouvelle moi-même sous mon nom. Et donc, j'ai inventé un auteur, j'ai inventé sa biographie, son parcours. J'ai même trouvé un portrait d'un homme qui ressemble à mon avatar. Le livre a été présélectionné, ensuite sélectionné pour un prix. J'ai dû m'enregistrer avec une adresse mail. J'ai dû
accordé des entretiens et j'ai continué à utiliser cette fausse identité, l'identité de ce jeune auteur pendant plusieurs mois. Je flirtais avec des journalistes femmes, je faisais circuler cette photo de cet homme. Mais ensuite, j'ai dû aller accepter un prix et j'ai décidé de me révéler à ce moment-là. Et à ce moment-là, eh bien, les gens étaient incrédules. Le débat faisait rage à l'époque sur l'écriture féminine et masculine. Les membres du jury de ce prix étaient sûrs que mon œuvre avait été écrite par un homme. Ils parlaient du style vigoureux et masculin. Ils me disaient, mais vous avez utilisé un nègre. Et ils ne voulaient pas croire que c'était moi qui l'avais écrit. Je me souviens, il y avait une scène de noces. Au Daghestan, lorsque vous voulez inviter quelqu'un à danser, vous tendez un bâton décoré, emballé de textile. Et ce textile a un nom précis. Et l'un des critiques a dit, j'aurais dû savoir que ça avait été écrit par une femme parce que un homme ne saurait jamais distinguer ce textile coton du textile laine. Ah, impossible donc qu'un homme le fasse. Alors, vous avez un faux compte Instagram, vous vendez des livres interdits aux censeurs. Et là, vous écrivez des textes qui ne peuvent être écrits que par un homme. Ce sont des identités fracturées par la force des choses. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de quelque chose qui m'a fasciné lorsque je lisais votre œuvre et vos biographies? Vous êtes originaires toutes les deux de régions ou de pays qui ont une petite population, mais qui sont très touchés par ce qui se passe dans les pays limitrophes. Des pays avec des populations un peu différentes des autres. Je voulais vous poser la question du rôle de la littérature nationale, publiée bien entendu en traduction en anglais. Et ce paysage a beaucoup évolué depuis quelques années, mais lorsque vous étiez plus jeune, quelle était la littérature de votre pays natal pour vous? Eh bien, au Koweït, la littérature parlait surtout de la mer, parce qu'avant la découverte des réserves de pétrole, le Koweït était un port utilisé pour l'importation et l'exportation de biens. Mes aïeux étaient des plongeurs qui cherchaient des perles. Ensuite, ils allaient en Afrique pour acheter du bois, vendre des dattes, etc. C'était un pays cosmopolite. La population était très diverse. L'anglais, l'ourdou, le farsi et l'arabe étaient couramment parlés par les gens. Après la découverte du pétrole, le pays a tourné le dos à la mer et s'est tourné vers le désert et vers les nouvelles fortunes. Cela change tout, y compris la manière dont on se voit soi-même. Et il y avait par la suite le mélange de ces deux cultures, les cultures des gens de mer et les Bédouins. Parce que nous avons des tribus qui venaient du désert pour faire commerce et ces deux mondes ont un petit peu fusionné. Et c'est un processus qui n'est pas achevé, c'est-à-dire que ces deux modes de vie existent toujours. Je n'avais que 9 ans lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït. Mais à partir de ce moment-là, je dirais que c'est dans l'ADN
du Koweït de savoir que nous sommes petits et nous avons des voisins puissants, l'Irak, l'Iran, etc., et que nous devons ménager la chèvre et le chou. Et s'agissant de la littérature, cette mentalité a une influence sur les livres que nous devons lire, parce que la littérature qui critique un régime ami doit être interdite. Et parfois, on ne s'arrête pas sur cette lancée-là. On peut vous poursuivre dans les tribunaux ou vous imposer une amende. Mais l'ironie veut que un certain nombre de livres interdits au Koweït ne sont pas interdits dans les pays qui, soi-disant, devraient être offensés par ces livres. Je le vois dans les librairies. Je les vois dans les librairies d'Arabie Saoudite, alors qu'au Koweït, nous n'avons pas le droit de les lire. Certains des livres que vous avez découverts quand vous avez ouvert votre librairie, et vous en parlez d'ailleurs dans votre roman, Zorba le Grec, les œuvres de Garcia Marquez, Dostoevsky, ont des connotations politiques, mais semblent inoffensifs pour le reste du monde, en dehors de votre région, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'ils exagèrent franchement. Je crois que ils marchent à la peur. Notre société est conservatrice. Les parlementaires ont joué un rôle néfaste en matière de liberté personnelle et liberté d'expression. Parfois, ils voient un roman dans une librairie. Dans ce roman, il y a une scène d'amour et l'on va écrire sur une lettre au ministère de l'Information en disant comment est-ce que vous pouvez permettre la vente de ce livre dans notre pays. Vous corrompez notre société, nos enfants, nos femmes. Bon, c'est du grand théâtre, mais le gouvernement joue le jeu et interdit les livres. Depuis 10 ans, les interdictions ont été vraiment excessives. Garcia Marquez a été accepté jusqu'au début des années 2000 et ensuite tous ces livres ont été interdits en 2016. Alors, ce système fonctionne sur une base de peur. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils punissent le censeur qui n'interdit pas un livre qui devrait l'être parce qu'il n'a pas vu un mot problématique sur 1000 pages. C'est ridicule. Ensuite, s'il y a un scandale qui est propagé sur Twitter ou X, ce censeur va avoir son salaire réduit. 200 dinars, à savoir $600. Donc, ils préfèrent interdire tout dans le doute parce qu'ils ont envie de continuer à faire manger leur famille. Alors, nous avons commencé par parler de littérature nationale. Au Daghestan, vous êtes né donc à Moscou. Ensuite, vous avez vécu, grandi, fait votre scolarité au Daghestan avant d'aller à Moscou. Donc, qu'est-ce que vous lisiez? Essentiellement de la littérature russe. Parce que au Daghestan, il y a plusieurs douzaines de minorités ethniques, chacune avec sa langue, parfois parlée par 300, 400, 500 personnes seulement. Donc, ce sont des langues qui en voie de disparition. Et il y a 11 langues officielles avec leur alphabet, leur magazine, etc. Mais qui, dans
qui concrètement ne sont pas bien traités. Et donc, la scolarité se fait en russe, bien entendu, et nous avions un cours de littérature dagestani, nous lisions donc ces auteurs en traduction russe, parce que la plupart de mes camarades de classe ne parlaient pas leur langue nationale. Et donc, c'est un milieu, une société qui n'est pas très éduquée, pas très intellectuelle. Et donc, comme chacun écrit dans des langues incompréhensibles pour les autres habitants du Daghestan, on écrit en russe. Et puis, il y a aussi le territoire, comme la Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Et derrière chaque montagne, il y a une autre minorité ethnique avec ses coutumes, sa langue. Mais maintenant, ça s'est unifié par l'influence russe, durant le régime soviétique. Et maintenant, avec l'islamisation importée essentiellement d'Arabie saoudite, la plupart des jeunes, des nouvelles générations veulent vivre comme le prophète, portent le hijab, etc. Donc, il y a une fracture générationnelle très importante entre nos parents et ceux qui ont peut-être 15 ans de moins que moi. Et ils parlent une langue totalement différente. Les nouvelles générations ne tiennent aucun compte de leurs origines ethniques. Ils estiment que ça n'a pas d'importance, que ce sont nos croyances qui comptent beaucoup plus que nos origines. Nos parents, eux, sont beaucoup moins religieux. Mais il n'y a même plus donc de langue commune. Et pour les générations qui ne parlent pas russe, eh bien, il n'y a même plus moyen de communiquer avec ses petits-enfants. Donc, il y a une fracture importante. Dans la capitale du Daghestan, tout le monde parlait russe, mais avec un russe local, avec un certain dialecte, des expressions, des mots turquiques, arabes et d'autres langues. Donc, c'est tout un mélange de langues que j'utilise pour mes personnages quand ils échangent entre eux. Et donc, c'est difficile pour un Russe. Et mes éditeurs à Moscou avaient du mal. Et parfois, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Donc, il y a une hétérogénéité. Donc, vous dites toutes deux, en fait, avant de nous tourner vers le public pour ces questions, en fait, ce que vous décrivez toutes deux, chacune à votre manière, c'est qu'il y a aussi une autocensure, une acceptation. Et en tant qu'auteur, vous ne pouvez pas accepter cela. Vous devez être dans un espace différent pour vous, pour vos lecteurs. Alors, le thème de ce week-end, qu'en pensez-vous en tant qu'écrivaine, en tant qu'auteur? D'où vient votre motivation? Qu'est-ce qui vous porte à écrire? Enfin, ça fait beaucoup de choses en une seule question, mais... Alors, je pense qu'il y a deux types d'écrivains. Je ne sais pas si Bothain sera d'accord, mais certains écrivent au quotidien, prennent des notes et écrivent de manière incessante pour rester dans la forme. Et il y a une autre catégorie, la mienne, qui écrit par jet. Je ne me mets à écrire que lorsque j'ai une idée assez claire, une structure déjà du livre, une idée des personnages.
Et donc, parfois, ces intervalles durent longtemps et ça m'inquiète parce qu'une fois que vous entrez dans le monde de la littérature, il y a des attentes. Et si vous arrêtez d'écrire, si vous changez de style, comme je l'ai fait avec Les Sentiments offensés, vos lecteurs, vos éditeurs se sentent perdus. Et il faut avoir une importante force intérieure pour oser risquer un échec éventuel. Mais c'est important pour moi de continuer à chercher de nouvelles idées, à faire des expériences nouvelles, des idées qui ne vont pas nécessairement devenir tout de suite un livre. Hossein a parlé des lois de censure. Eh bien, en Russie, c'est pareil. Il n'y avait pas énormément de censure dans la fiction il y a quelques années, mais maintenant, avec la guerre en Ukraine, la montée du conservatisme dans le pays, il devient de plus en plus difficile de publier des choses sur d'autres régions, d'autres parcours historiques. Si vous parlez de fédéralisation ou de droits accrus pour les minorités, on va vous accuser d'être séparatiste. Si vous parlez de relations homosexuelles, c'est interdit. Et si vous parlez de la guerre, même le mot « guerre » serait déjà interdit, serait biffé dans votre livre actuellement. Et donc, beaucoup de mes pairs, maintenant, publient à l'étranger. Donc, c'est une recherche constante. Mais que ressentez-vous alors en tant qu'auteur? Est-ce que cela vous encourage encore davantage ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mur devant vous tellement solide, tellement haut qu'il est difficile de l'affaiblir? Ou est-ce que vous pensez qu'il est plus que jamais important d'établir ce lien avec vos lecteurs? Oui, c'est cela. J'ai le sentiment parfois de perdre le contact avec mes lecteurs en Russie. Et parfois, lorsque j'ai l'impression que des Russes soutiennent Poutine, soutiennent la guerre, je me sens écœurée, dégoûtée d'une certaine manière. Mais il faudrait aimer son public, ses lecteurs. Mais c'est difficile pour moi maintenant parce que je ne sais plus qui pense quoi. C'est encore pire parce que maintenant, tout le monde se tait, personne n'ose parler. Donc, c'est difficile de savoir ce que les gens pensent véritablement. Est-ce qu'ils se conforment ou est-ce qu'ils sont prudents, pensent à leur famille? Et dans une telle incertitude, dans une telle ambiance, il faut renforcer la confiance et faire ce que vous voulez en tant qu'écrivain, même si parfois on a l'impression d'avoir été oublié, d'avoir été effacé, considéré comme une ennemie. Hossein, vos circonstances vos contextes sont très différents, mais est-ce que cela résonne, ce que nous venons d'entendre? Alors, je disais, oui, parfois, je perds tout espoir, je doute de l'utilité de ce que je fais. Je me demande si c'est bien raisonnable de continuer, c'est presque suicidaire ce que je fais. Mais le système vous rappelle sans cesse que vous êtes une menace. Et c'est flatteur pour l'ego d'une certaine manière, parce que cela vous donne une certaine importance, même si vous n'en avez pas vraiment, tout simplement parce qu'ils paniquent pour un livre ou un article que vous avez écrit. Mais je crois qu'il faut voir la censure différemment maintenant. Ce n'est plus simplement un outil bureaucratique
fait pour interdire des livres. Nous savons que, par exemple, beaucoup de choses sur le génocide de Razan étaient interdites par la censure. Et ça, c'est autre chose, c'est le pouvoir du capitalisme qui détient les canaux d'information. Et on ne peut pas exister en dehors de cela. Il faut entrer dans le jeu des algorithmes si vous voulez être entendu. Je ne parle pas spécifiquement du Koweït, mais de la région. Il y a des événements dont on ne peut pas parler. Évidemment, on ne peut pas avoir de manifestations. On ne peut pas porter le kofia dans certains endroits. On ne peut pas écrire certaines choses. En fait, on réduit au silence non seulement les auteurs, mais toute la population. Et pour moi, en tant qu'Arabe, et pour une Arabe ou un Arabe, la seule façon d'être heureux actuellement, c'est d'être psychopathe. Parce que l'empathie nous est niée. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. C'est extrêmement dur. Et cela me donne envie d'écrire à nouveau. Il y a un ouvrage, Khalil Adumna, c'est un livre qui a été écrit, je ne sais pas, il y a 8 siècles peut-être, qui avait paru d'abord en Inde. Il s'agissait d'un philosophe, Baidaba, et d'un roi brutal, un oppresseur. Et le philosophe a décidé d'obliger le roi à l'entendre, à l'écouter et à prendre des décisions sages pour son peuple. C'était un peu du même style que Les 1001 nuits où Scheherazade atténue l'ego, la brutalité de l'empereur en lui racontant des histoires. Lui racontait des histoires, des fables d'animaux, avec la souris, l'éléphant, le corbeau et autres. On dirait des fables pour enfants, mais qui ont un fond très politique. Et ce livre a été publié d'abord en Inde, puis a été traduit en persan et de là en arabe. Il est considéré comme étant le premier ouvrage de prose en arabe. C'est une traduction, bien sûr, mais il a été traduit par un auteur de renom qui a été tué par Khalifa. Bon, il faudra chercher sur Google. Je ne sais plus exactement à quelle période ça s'est passé. Mais donc, le traducteur a aussi ajouté des textes de sa main, de sa plume. Et je suis en train de lire ce livre depuis des mois. Je les lis au moment du coucher. Mais ce livre est arrivé à un moment de chaos politique, à un moment où les choses changent, où il y a de plus en plus d'oppression de la part des dirigeants. Et c'est là, quand je perds espoir, et ça m'arrive souvent ces derniers temps, je repense à ce livre et je me dis, cela a commencé comme ça, au début, depuis le tout début. La littérature arabe, c'était cela. Comment faire face à l'autorité? Comment se faire entendre des dirigeants? Comment les rendre plus humains? Comment défendre les moins privilégiés? Tout est venu de là.
Et donc, je suis l'héritière de ces traditions. Et je ne peux donc pas me permettre de baisser les bras. Et je n'ai pas l'intention de le faire, mais ça n'est pas facile. Merci. Merci. Je ressens beaucoup d'émotions dans ce que vous dites. Merci. Nous pouvons maintenant prendre des questions dans la salle. S'il y en a, il y a des micro-baladeurs. Troisième ou quatrième rang. C'était fascinant. Vous êtes très courageuses, toutes les deux. Au Koweït, est-ce que vous pensez que ça ressemble un peu à la situation de Reading Lolita à Téhéran? Non, ce n'est pas si terrible. Non, ça ne va pas jusque-là. Téhéran, c'est extrême. Est-ce que vous, l'une ou l'autre, craignez ce qui pourrait ce qui vous adviendrait si le gouvernement se resserrait la vis? Oui, j'ai peur, mais je ne veux pas me laisser contrôler par la peur. Et parce que quand vous venez de loin, du Koweït, rencontrer des gens que vous ne reverrez peut-être plus jamais, vous avez une certaine responsabilité. Il faut penser à l'importance de ces rencontres. Et nous sommes ici tous pour nous faire entendre. Et je veux entendre ce que ce qu'expriment d'autres autour de moi. Et dans des salles comme celle-ci, même si nous sommes peu nombreux, nous pouvons être un outil de changement. Quelque chose de positif peut naître de ces rencontres. Et donc, j'essaie d'être aussi honnête que possible sans pour autant risquer la prison. C'est ce qui avait été décidé, n'est-ce pas, dans les coulisses. Parler aussi librement que possible, mais sans risquer la prison, non. Alissa, est-ce que vous aussi, vous avez ces craintes? Oui, bien sûr. Et le pire, ce n'est pas nécessairement la censure, c'est l'autocensure. Quand la terreur devient si efficace, vous censurez vous-même, vous réfléchissez, vous hésitez avant d'écrire, et cela peut vous mettre dans une situation, aller jusqu'à l'hypocrisie, à un manque d'honnêteté. Et c'est ce que j'ai pu remarquer chez certains artistes. Et j'ai très peur d'y succomber moi-même. Voilà, c'est cette crainte d'entrer dans l'orthodoxie, de se demander ce qui va être lu dans ce que vous écrivez. Cela se fait graduellement. Oui, ce n'est pas seulement la crainte du gouvernement, de l'État, mais aussi de votre communauté, vos amis, votre famille. Surtout si vous venez d'un milieu conservateur comme le mien, où il y a beaucoup plus de réticence que ce qu'on peut voir dans d'autres régions de Russie. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites vous expose à la critique et il faut s'y faire. Deux questions ici dans cette rangée. Superb and moving messages. Quel roman superbe. Comment est-ce que nous pourrions co-créer avec vous l'avenir que vous espérez, que nous espérons tous? Merci. Bon, on pourrait peut-être parler des premiers pas. C'est un grand programme, mais chacun à son niveau. Eh bien, je vais répondre à la question en tant que libraire et non pas en tant qu'écrivaine.
L'ennemi naturel de la libraire, c'est bien entendu la censure. Mais il y a un ennemi plus dangereux, et en plus il est invisible, c'est le marché, c'est le capitalisme, pour être tout à fait franche. Les gens ont une attention limitée, toujours sur leur téléphone, et ne prennent pas le temps de lire un paragraphe, de réfléchir, etc. Cela demande un niveau d'investissement personnel. Et si vous n'avez pas de l'endurance dans la lecture en raison du mode de vie que nous menons, eh bien, je ne pense pas que la littérature soit en sécurité. Pour moi, ma librairie doit être un endroit où, si une personne veut sortir du Matrix, elle peut venir se ressourcer dans ma librairie. Elle peut y trouver soutien, une communauté plus saine. Donc, je me dois d'être présente. Et j'espère que plus de personnes vont décider de s'éloigner du système et nous rejoindre. Ceux qui ne sont pas des adeptes très convaincus par le système. Donc, je me dois de continuer avec la librairie, mais le capitalisme me rend les choses difficiles. On pense que le capitalisme, c'est simplement le commerce, mais ce n'est pas vrai. C'est un système qui vous cible, qui fait de vous un produit et qui conditionne tout le monde à être consommateur. Voilà, c'est ce qui me fait peur. Alors, c'est un pas très concret que vous pouvez franchir. Oui, et je dirais que pour les livres, très souvent, l'auteur a le choix entre la qualité et le succès. Et le lecteur, quant à lui, a le choix entre le plaisir ou un effort pour lire un texte plus difficile qui va peut-être vous déprimer. Je crois que le goût de la bonne littérature, c'est quelque chose qui doit s'acquérir. Et en plus de cela, la vision interne est importante parce que on ne peut pas toujours savoir ce qui est bien ou mal dans la littérature. Et des rencontres comme celle-ci, et je remercie la Fondation Michalski, qui réunit des gens curieux comme vous. Peut-être que le sujet ne vous intéressait pas au départ ou ce n'était pas le type de livre que vous appréciez ou vous ne connaissez pas le Daghestan ou le Koweït, mais vous êtes venu avec curiosité. Cette curiosité est très importante pour l'avenir et pour notre regard critique qui nous permet de prendre des décisions et parfois de faire des compromis. Une dernière question ici. I'd like to form this in two shapes of like comment and question. J'ai un commentaire et ensuite une question pour Botaina et pour Alissa. Je connais bien la situation de la censure au Koweït. Il y a 20 ans, il y a eu un incident au Salon du Livre. Ils ont interdit un grand nombre de livres par des auteurs qui étaient invités au Salon. C'était très bizarre. À cette époque, j'étais journaliste basé au Caire et j'ai été témoin et c'était très bizarre.
And I'd like to ask you about, as a author, il serait facile de perdre espoir. I'm really so happy that you are J'aimerais really vous so proud parler about à your career. l'autrice You are et non pas à la introducing libraire. yourself as a bookseller, not as a author. Enfin, je You are suis fier de talking vous, about vous vous yourself présentez as a comme libraire bookseller, but as an et vous vous author, identifiez avec ce rôle. really, how can we, or you, both of you, J'aimerais savoir do comment in vous, this hard time of genocide or all this opening war zones in the world, how can we vous pouvez initiate hope again? nous aider à retrouver espoir avec toutes ces guerres, tous ces Stay conflits. out. Stay loud. Il faut continuer à se faire entendre. No, don't stay out. Non. Stay loud. Non pas stay out, stay loud. C'est la seule recette. Oui, tout à fait, dit Alissa, je suis d'accord. Alors, nous allons rester bruyantes, pour le dire littéralement. Do not let them Et il faut aussi transgresser les règles et ne pas se laisser démonter. Merci beaucoup à Alissa et à Botina qui vont signer leur livre en haut. Il y a un changement de programme. À 14h30, nous verrons un documentaire au sujet de Rashida Taneja. C'est un documentaire important et intéressant. Je vous invite à venir le visionner. Mais avant, vous pouvez aller discuter avec nos deux formidables autrices, faire signer leurs livres, Botina Alessa et Alissa Gagneva. Merci beaucoup.